Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission quotidienne qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et que s'est-il passé il y a exactement 5 ans, c'est-à-dire le 3 novembre 2017 ? Eh bien c'était tout simplement la sortie de l'iPhone X avec son fameux notch. Alors bon, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, en tout cas toute l'industrie a suivi Apple sur ce coup-là. Mais bon, ça c'était il y a 5 ans et aujourd'hui on est en 2022, donc je suppose que vous êtes là pour les actualités de cette année, donc je vous propose qu'on les regarde ensemble. Qui dit mois de novembre dit petit changement sur le Google Play, et en effet depuis quelques années Google force le Mini SDK avec 2 années de décalage. Par conséquent depuis mardi, c'est-à-dire le 1er novembre, autant les nouvelles applications que les mises à jour doivent à minima être sur le SDK 31, c'est-à-dire Android 12. Et d'ailleurs, toujours dans les nouveautés, ceux qui utilisent la bibliothèque Google Play Billing, vous êtes forcés d'utiliser à minima la version 4, sachant que la version 5 est déjà disponible. Hier, Google a publié toute une panoplie d'articles sur le blog dédié aux développeurs Android et on y apprend que les informations autour des crashs vont faire place à 2 nouvelles métriques. Alors la première métrique, ça indiquera le taux de crash ressenti par les utilisateurs, c'est-à-dire pour faire simple, les crashs qui sont visibles lorsque l'utilisateur utilise l'application. Et le second, c'est le pourcentage d'ANR visible, c'est-à-dire lorsque l'application ne répond pas. Donc par exemple, l'utilisateur clique sur un bouton et il ne se passe rien pendant plusieurs secondes. Selon Google, ces 2 métriques ont en moyenne et respectivement des taux de 1,09 et 0,47, ce qui est globalement stable d'un mois sur l'autre. Mais la nouveauté concerne surtout le fait que ces indicateurs vont avoir un impact sur la visibilité des applications sur le Google Play. Pour cela, pour chaque modèle de téléphone, ces mêmes taux vont être calculés et si toutefois ils dépassent les 8%, votre application pourrait perdre en visibilité. Et là-dessus, Google donne un exemple, ça pourrait être afficher un message d'erreur que vous voyez juste ici, et d'ailleurs ce message, il va être déployé dès la fin du mois de novembre. Alors pour vous aider là-dedans, et pour suivre justement ces métriques, l'API qui s'appelle Developer Reporting API vous fournira ces 2 nouvelles métriques et vous permettra par exemple de mettre en place des alertes. Et Google conclut son article en indiquant que le taux de 8% n'est que temporaire, puisqu'il devrait être réduit dès le début de l'année 2023. Donc le petit conseil du jour, c'est de jeter très rapidement un œil sur ces nouvelles métriques parce que ça pourrait avoir des très grosses conséquences pour vos applications. Allez, je vous propose déjà de faire une petite pause et de regarder les actualités en bref. GitHub vient d'annoncer que les mainteneurs de paquets pour NPM jugés critiques, c'est-à-dire avec plus d'1 million de téléchargements par semaine ou qui possèdent plus de 500 dépendances, devront obligatoirement opter pour une authentification en 2 étapes. Le reste des projets GitHub n'est pour le moment pas concerné. Uber est connu pour être une entreprise qui essaie des choses, quitte à passer en force et que ce soit plus ou moins discutable. Leur dernier test en date, faire de la publicité dans les notifications. C'est ainsi que certains utilisateurs se sont plaints ce week-end d'avoir reçu des publicités pour Peloton, le célèbre vélo d'appartement. Mais ce qui énerve les usagers, c'est que cette notification a été envoyée à des utilisateurs qui n'étaient plus nécessairement actifs. Une action qui pourrait avoir un impact négatif, même si Uber minimise la problématique en parlant d'un test limité. Passé un temps, la mode était à avoir le plus de capteurs sur le dos de nos smartphones. Cette mode ayant pris fin, voici le retour du célèbre qualificatif de cabine qu'on donnait aux anciens téléphones. En effet, pourquoi ne pas mettre un capteur comme sur les réflexes ? C'est en tout cas l'idée avancée par Xiaomi dans un concept de téléphone et avec un capteur Leica. Mais ne devrait-on pas rappeler à la marque chinoise que dans le concept de smartphone, c'est avant tout la portabilité qui prime ? Comment savoir si une plateforme se porte mal ? Tout simplement quand elle perd la raison et s'ouvre à peu près tout et n'importe quoi. C'est le cas de Tumblr qui vient d'ouvrir la porte à la nudité, mais pas le sexe explicite. Alors qu'il existe des applications Android et iOS pour le service, il va être intéressant de voir les réactions des 2 géants de la tech qui se montrent très pudiques à ce sujet. Il y a quelques années, Google avait trouvé une excellente idée pour faire découvrir la réalité virtuelle au plus grand nombre, le Cardboard. Constitué de bouts de carton et de lentilles, il était possible de tester cette nouvelle technologie sans se ruiner grâce à son téléphone. Les avancées techniques aidant, on a désormais un équivalent mais non plus pour de la réalité virtuelle, mais augmentée.
Un casque nommé HoloKit a ainsi été présenté lundi et ne fonctionne qu'avec les iPhones depuis la version 12 Pro. Tout de même vendu pour 129 $, il sera bien moins cher que n'importe quel casque du marché. On reprend avec le monde des jeux vidéo qui est un véritable foutoir chez Google, avec auparavant Stadia pour le cloud gaming, les jeux mobiles sur Android et le Google Play, mais aussi le Google Play Games for PC qui permet de jouer à des jeux Android mobiles directement sur son ordinateur et sur Windows 10. Alors ce dernier est disponible en version bêta depuis plusieurs semaines déjà et c'était disponible dans 4 pays d'Asie et également en Australie. Et on a appris hier que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil et d'autres pays en Asie venaient justement rejoindre cette version bêta. Alors concrètement, ça permet de jouer à des jeux Android, mais pas besoin d'avoir un écran tactile puisque le combo classique de clavier-souris est totalement compatible. Alors pour le moment, il y a très peu de jeux qui le sont et qui sont d'ailleurs majoritairement gratuits. Mais bon, on voit ici que Google est en train d'essayer de venir sur le terrain de Windows 11 et du Windows Subsystem for Android. Mais toutefois, Google a un tout petit avantage parce que ici, c'est compatible avec Windows 10. Si on bascule maintenant côté univers Apple, vous connaissez très probablement la boutique d'applications qui s'appelle le Mac App Store et elle n'est pas connue pour être très riche en applications et d'ailleurs les développeurs s'en plaignent très souvent. Et en effet, Apple se montre très restrictif sur les applications qui peuvent y postuler, obligeant de nombreux développeurs à passer en direct ou alors via des abonnements type 7app. Et des chiffres de AppFigures viennent justement corroborer ce ressenti puisque depuis le début de l'année, il y aurait eu en moyenne plus de 15 nouvelles applications par mois, uniquement à 3 reprises. Et à titre de comparaison, 15 nouvelles applications sur iOS, c'est ce qui se passe toutes les 20 minutes. Donc on comprend aisément pourquoi Apple n'investit que très modérément dans son Mac App Store. Et enfin, il faut bien le reconnaître, les Macs sont très largement utilisés par les développeurs mobiles que nous sommes et c'est assez logique parce que pour builder des applications iOS, on est tout simplement obligé et chez Spotify, la tendance est globalement la même, mais jusqu'à présent, leurs équipements étaient principalement basés sur les processeurs Intel. Mais ils viennent tout juste d'annoncer sur leur blog dédié à l'ingénierie que les développeurs allaient passer vers les Apple Silicon ou M1, M2, car selon leurs statistiques, les temps de build sur Android sont 50% plus rapides et ceux sur iOS 40%. Mais le gain n'est pas uniquement en termes de temps, car, bon, comme on le dit, le temps c'est de l'argent, et ces gains de productivité permettraient de faire réduire les coûts de 36% par équipe selon leurs calculs. Et du coup, j'en profite pour vous poser la question du jour, à savoir avec quelle plateforme vous développez principalement. Pour cela, je vous ai mis les 2 versions de macOS, mais aussi Windows et Linux. Mais vu que je suis limité dans le nombre de choix, n'hésitez pas à compléter avec un petit commentaire. Alors pour répondre, c'est comme d'habitude, directement dans la partie communauté, et le lien est présent à la fois en commentaire épinglé, mais aussi en description. Et juste avant de se quitter, je vous propose qu'on regarde les résultats du sondage d'hier et je vous demandais si vous aviez participé au Hacktoberfest et dans l'ensemble vous n'avez que très peu participé, c'est-à-dire bien moins que vos prévisions il y a un mois parce que je vous avais posé une autre question là-dessus. Et en effet, pour maintenir un projet open source, très clairement en termes de ressenti, j'avais remarqué que la vague n'était pas énorme. Donc bon, bref, le Hacktoberfest mitigé, on va dire, cette année. Et oui, il est désormais le temps de se quitter pour aujourd'hui, mais attention, j'ai à nouveau une petite question. Alors mardi prochain, c'est-à-dire le 8 novembre, Microsoft organise la .NET Conf et il devrait notamment y avoir des annonces autour de .NET MAUI, qui est le successeur de Xamarin. Alors si toutefois cela vous intéresse, n'hésitez pas à glisser un petit mot dans les commentaires pour que je vois si l'organisation d'un live a un quelconque intérêt. Allez, sur ce, il est désormais le temps de se dire au revoir pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, on se donne rendez-vous au même endroit et à la même heure, c'est-à-dire sur cette chaîne YouTube et à 7h dès demain matin. Alors si toutefois vous n'avez pas encore liké la vidéo, surtout n'hésitez pas à le faire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et tout simplement à vous dire à demain.